Bonjour tout le monde. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes le mardi 28 octobre 2025. Alors c'est parti pour un nouvel épisode des blabla de Papy Gwendalf. C'est donc l'épisode 2. La dernière fois, je vous avais expliqué que je filmais en 360 degrés avec mon Osmo 360 de chez DJI parce que je pensais que, au niveau du montage, je ne perdrais pas trop de temps. Et en réalité, j'avais oublié une notion importante, celle de la transformation de l'image 360 que j'ai recadrée en image plate. Et il est vrai que pour l'instant dans le logiciel DJI Osmo Studio que j'utilise sur l'ordinateur, c'est un processus qui est assez long. Surtout quand on fait des vidéos d'une longue durée. Donc ça veut dire que au niveau publication, il me faut quand même beaucoup plus de temps. Alors aujourd'hui, je change. Je passe en objectif mono objectif, donc je filme directement en format MP4 et non pas dans le format spécial qui est dédié que DJI. Donc je peux utiliser directement mes images dans mon logiciel de montage. Alors pour ma part, vous connaissez ma devise, sans prise de tête. Je pense que avec le logiciel CapCut, on a largement de quoi faire, et même la version gratuite pour tous nos montages. Donc voilà. Alors j'avais déjà essayé ça tout au début. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'ai deux objectifs, ça me permet malgré tout de pouvoir me filmer moi, ici, là, comme vous le voyez. Et simplement en appuyant donc sur mon écran ou sur mon bouton dédié, de passer à la vue sur l'autre caméra qui se trouve de l'autre côté. Et ça me permet de voir ce qu'il y a devant moi. Alors, la petite difficulté par rapport à ça, c'est qu'il faut malgré tout que je fasse attention à être dans le champ de la caméra. Après, comme la vue est assez large, alors oui, je tiens à préciser que je filme en format standard. Ça pourrait être encore plus élargi, mais je pense que le standard est suffisant pour ce genre d'exercice qu'est le vlog. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, il faut vraiment, si je voulais vraiment ne pas être dans la caméra, il faudrait que je le fasse un peu exprès. Parce qu'avec ma mini perche que je tiens au niveau du bras, alors au niveau du bras j'ai le bras plié, j'ai pas besoin d'avoir le bras tendu ce serait ça. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Avec le bras plié, ça suffit largement pour que je sois donc au centre de l'écran. Donc ça c'est le tout premier point. Alors aujourd'hui, deuxième point, oui, toujours niveau technique. Je n'ai pas pris mon micro déporté, tout comme la dernière fois. J'utilise les micros de la caméra. Et comme vous pouvez certainement l'entendre, parce que j'ai vu finalement au montage du dernier numéro, qu'on entend bien les bruits extérieurs et notamment le vent. Ça ne me semble pas gênant pour une bonne audition. Maintenant, si ça vous gêne, il suffit de me le dire. Chez DJI, c'est très simple de rajouter le petit micro sans fil qui va bien. Moi, j'ai un mic mini, ça m'a coûté moins de 50 € et il se couple automatiquement avec la caméra, que ce soit l'Osmo 360 ou que ce soit l'Osmo Action 5 Pro.
Osmo Action 5 Pro que j'utiliserai d'ailleurs aujourd'hui. Parce que du coup je vais en profiter, comme je suis en mono-objectif, de faire un comparatif entre l'Osmo 360 en version mono-objectif et l'Osmo Action 5 Pro qui elle, de toute façon, n'a qu'un seul objectif. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, au sommaire, donc, on va parler de différentes choses. Dans un premier temps, on va parler de toilettes et de normes européennes. Vous allez voir une histoire hallucinante qui risque de poser pas mal de problèmes. Et donc curieusement, on n'entend pas plus parler que cela. Dans un deuxième temps, on va parler du contrôle technique et des aléas du contrôle technique. Vous allez voir que c'est une notion finalement assez aléatoire. Je peux en témoigner parce que je viens d'effectuer, je suis en plein épisode contrôle technique de ma vieille voiture. Ensuite, on va parler également du Bon Coin, le site de vente Le Bon Coin et son côté transaction sécurisée qui ne l'est pas pour tout le monde. Là encore, je vous parle par expérience personnelle, puisque c'est la première fois que j'ai fait affaire sur Le Bon Coin, enfin presque, et je vous expliquerai en tant que novice personnellement tous les soucis que j'ai pu avoir, en tout cas toutes les questions que je me suis posées. Et donc pour terminer, on reparlera à la fin un peu de technique avec justement le test entre l'Osmo 360 mono objectif ou l'Osmo Action 5 Pro. Ça peut vous permettre, si vous n'avez pas encore de caméra et que vous voulez vous lancer dans le vlogging, de voir quels sont les aspects des deux. Alors ce sommaire, il figure donc sur ma page d'accueil et puis je vais prendre l'habitude, comme je l'ai fait pour le premier épisode, de couper les séquences et de les répertorier de façon à ce que vous puissiez écouter que ce qui vous intéresse et pas forcément toutes les longues palabres de la vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Premièrement, les toilettes et les normes européennes. Alors j'ai vu par hasard sur le net, j'ai découvert ça, puis j'ai creusé un peu, j'ai fouillé, et puis effectivement, ce n'est pas un fake, c'est pas une fausse information, c'est bien quelque chose de réel. La France a mis ou va mettre incessamment sous peu en place donc une nouvelle loi qui concerne apparemment une directive européenne, mais si j'ai tout compris, retoquée à la sauce française, et qui oblige toute embarcation, donc quand je parle d'embarcation, je parle de navire, à posséder pour le bien-être du personnel un toilette, donc un WC, et un lavabo. Alors me direz-vous, oui, jusque-là, pourquoi pas. Le seul souci, c'est que ça s'adresse à toutes les embarcations. Alors il y a une norme, mais on va vous donner l'exemple qui est le plus parlant, qui est le plus embêtant. Celui, par exemple, des barges pour l'ostréiculture. Donc si vous avez déjà vu, sinon je vous mettrai le petit lien. Il y a eu un reportage sur TF1, quelques minutes, qui expliquait cela. Donc les barges pour l'ostréiculture, c'est un bateau à fond plat qui fait à peu près 6-10 mètres de long, pas plus, où il n'y a pas de cabine de navigation, il y a juste un petit poste de navigation à l'arrière, et tout le reste est parfaitement plat. Et le but, c'est de pouvoir avoir la meilleure assise possible sur la mer
et de pouvoir porter des charges lourdes que sont effectivement les paniers d'huîtres à remonter. Donc c'est une embarcation sur laquelle on va dire les conditions sont assez rudes à la base, puisque vous ne pouvez pas vous abriter dans une cabine quel que soit le temps, voilà. Et là, il y a maintenant obligation d'y installer à bord des toilettes. Donc c'est-à-dire une petite cabine avec des toilettes et un lavabo. Il a été montré et prouvé que ça allait totalement déstabiliser l'embarcation elle-même et la rendre beaucoup plus vulnérable aux aléas climatiques. Mais, plutôt que de réfléchir et de se dire tiens, il y a un véritable problème de sécurité, ou plutôt que de réfléchir et de se dire tiens, on pourrait voir effectivement quelles embarcations permettraient cela ou telle autre ne le permettait pas, on fait une loi globale, ça concerne tout le monde et puis c'est réglé. Conséquence, une installation coûteuse, une installation dangereuse. Donc tout ça pour un potentiel confort accru pour les usagers qui n'ont jamais rien demandé de cela. Et donc c'est plus qu'un scandale parce que toutes ces embarcations qui devraient être mises aux normes risquent de ne plus pouvoir être utilisées. Et ça va au-delà de ça, puisque notamment, là je parle juste pour le domaine de l'ostréiculture, peut-être d'autres aspects par ailleurs, d'autres domaines, je ne sais pas, là je parle de ce que j'ai saisi et ce qui me paraît effectivement réel. C'est toute une profession qui risque d'être pénalisée ou qui risque même de disparaître, utilisons les grands mots, pour une simple décision qui a été prise quelque part dans un bureau sans demander quoi que ce soit aux gens du terrain. Et c'est là que les choses me blessent un peu, voire m'irritent, c'est que pour tout un tas de choses, et on a tous des exemples dans nos professions, dans notre vie, dans nos habitudes, ça fonctionne de cette façon-là. Des gens dans des bureaux qui décident pour vous qui êtes sur le terrain, et pas des spécialistes, pas des gens qui ont exercé avant votre profession, pas des gens qui se connaissent dans le métier, non, simplement des bureaucrates. Alors on parle toujours de faire des économies, de réduire le nombre de fonctionnaires, ainsi de suite. Je pense que ceux-là en tout cas, on pourrait effectivement les supprimer. Voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Mais bon. Alors, deuxième rubrique, le contrôle technique et ses aléas. Donc petite aventure, peut-être, j'ose espérer que je n'utiliserai pas le vocable mésaventure par la suite, personnelle. J'ai donc une vieille voiture, j'ai pour habitude d'acheter une voiture. Pour moi c'est un instrument qui est utile, pratique, s'il doit être pratique, et c'est quelque chose que j'utilise en général jusqu'à la fin de sa vie. C'est une idée de préservation, entre autres, de l'écologie. Oui, c'est pas bon pour l'économie du pays. Je sais que les gouvernements préfèrent lorsqu'on change sa voiture tous les 3-4 ans. Donc moi j'ai des voitures qui durent beaucoup plus longtemps, et bon, quand elles n'y arrivent vraiment plus, c'est à ce moment-là que je les change, et très souvent par une autre voiture d'occasion. J'ai eu peu, j'ai pas acheté encore, je réfléchis bien, mais oui, non, je n'ai pas encore acheté dans ma vie une fois une voiture neuve.
Ma femme utilise une voiture électrique que nous avons qui elle était neuve, hein, une petite Dacia Spring. Moi j'ai coupé, il y avait des gens qui passaient. Donc je disais, ma femme, nous avons une location longue durée pour une petite Dacia Spring. Donc c'est la seule voiture que nous ayons eue neuve jusqu'à présent dans notre vie. Voilà. Donc à partir d'un certain âge, hein, il y a le contrôle technique à effectuer tous les 2 ans. Et donc j'ai ramené ma bonne vieille voiture, 330 000 km au compteur, au contrôle technique. Alors pour les voitures d'un certain âge, on s'en doute bien, il y a peut-être des choses à revoir après le passage au contrôle technique, bien que ma voiture soit entretenue régulièrement par un garagiste en qui j'ai toute confiance et qui ne me dépouille pas. Ça c'est l'autre image des garagistes. En tout cas, le mien, voilà, je vote à 200%. Et chaque fois que j'ai un problème, je vais le voir parce qu'il me règle toujours tout dans le coût le plus économique par rapport à la situation. Je trouve toujours une solution. Donc là, j'avais pris l'assurance pour la contre-visite, ce qui m'évitait de payer entièrement une contre-visite. Parce que je me doutais bien, ça faisait 2 fois ou 3, donc ça faisait 6 ans qu'on m'indiquait qu'un des défauts sur la voiture risquait de devenir un défaut essentiel. Et au vu j'avais certains doutes des fois aussi déjà un peu concernant la stabilité du jugement. Et pour cela, quand la voiture était plus jeune, je passais d'abord faire une révision chez le garagiste et après elle allait au contrôle technique. Là, avec le garagiste lui-même, on a plutôt choisi l'option je vais au contrôle technique et après on regarde ce qu'il y a à faire en cas d'une contre-visite. Donc voilà, donc ça ne loupe pas. Résultat du contrôle technique, ma voiture doit repasser pour un problème de pollution. Alors bon, on m'a bien dit que le problème de pollution était dû au fait que j'utilise ma voiture que sur des trajets courts, qu'elle ne roule plus trop, donc le moteur a tendance à s'encrasser et puis il faut décrasser tout ça. Donc on me conseille de la rouler à 130 sur l'autoroute en 4ème, histoire de faire monter un peu les tours et de décrasser tout ce qui peut l'être. Une méthode un peu empirique, pas forcément tout à fait, je dirais, scientifique, mais bon, ok, pourquoi pas, on va écouter les conseils. Et puis deuxième chose là par contre, et c'est là que je reviens sur l'idée de notion un peu aléatoire, c'est qu'on me signale que j'ai une bosse dans le pare-choc arrière. Donc, oui, je suis un peu au courant, parce que cette bosse, je l'ai contractée en 2016 avec ma fille. Nous étions à Marseille en Coupe de France de VTT. Le parking était relativement plein, un parking un peu sauvage, et j'avais réussi à me glisser dans une place en mettant une borne à l'arrière de mon véhicule. Le soir, après une journée longue et difficile, je remonte dans la voiture et j'avais un peu oublié la borne qui se trouvait derrière ma voiture, donc forcément marche arrière, alors pas à grande vitesse heureusement, mais j'ai du coup une petite bosse et puis le pare-choc qui s'est légèrement déchiré. Je vous dis, depuis 2016, aucun bout ne dépasse, aucun bout n'est tranchant, enfin aucune dangerosité en la matière, et elle a passé toutes ces années le test du contrôle technique sans aucun souci. Et là, un individu qui était nouveau d'ailleurs au centre de contrôle technique me dit ah oui, ça c'est dangereux. D'accord, mais petit souci, c'est que c'est dangereux pour vous là aujourd'hui, mais vous savez, j'ai ça depuis 2016, donc on va bientôt fêter les 10 ans. Et jusqu'à présent, on ne m'a jamais dit que c'était quelque chose de dangereux. Alors le gars me fait la morale, et puis il me dit ah oui, mais c'était pas moi qui ai fait le contrôle technique. Je réponds gentiment que oui, c'est pas lui, c'est son collègue là, juste à côté, qui est assis à côté de lui,
et qui a priori fait ce travail depuis de longues années, hein, puisque je l'ai vu depuis que je vais dans ce centre-là. C'est toujours lui que j'ai habituellement et il n'y a jamais de souci. Alors bon, on me dit de revoir pour le moteur et la pollution et que pour le reste, on l'enlèverait du rapport. Peut-être réfléchi, hein, c'est une bonne chose. Mais vous voyez, il y a quand même un petit côté aléatoire par rapport à ça. Je repars 15 jours plus tard, c'est-à-dire à la date de ce matin. J'ai repris rendez-vous pour mon contrôle anti-pollution. Et là maintenant, il se trouve que c'est toujours pas bon. Il en manque un peu. Oh, pas grand-chose, hein. 0,1. Hein, la norme, c'est il faut pas monter au-dessus de 0,5. Alors la première fois, j'avais un 26 ou un 36. Bon là, je comprends bien que effectivement, en termes de notion de pollution, il peut y avoir un problème. Mais si on me parle de décrassage, tout ça, donc ok, ça marche. Je décrasse la voiture pendant 15 jours, c'est pas forcément un geste très écologique d'ailleurs, je pense. Donc bon, voilà, je me dis je vais faire ça assez rapidement de façon à ce que ma voiture retombe dans les normes, puisque c'est le système. Et là on me dit ah mais toujours pas, 0,6 monsieur. Et du coup on veut me faire payer la contre-visite. Alors personne n'était pas au courant, je lui explique que j'avais pris une assurance pour ne pas payer. Ok, ça marche. Bon bah vous avez encore un mois et demi, parce que vous avez 2 mois pour représenter votre voiture pour qu'elle repasse au contrôle avant qu'on refasse une visite entière. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois je vais repayer la contre-visite en entier, donc c'est une quarantaine d'euros. Voilà, bon, comme dit, tout ceci me semble quand même relativement aléatoire. Solution que j'ai trouvée pour l'instant et qui devrait fonctionner, c'est mon garagiste qui va prendre en charge tout cela, c'est-à-dire que on va nettoyer le moteur, y rajouter un petit additif et on devrait enfin pouvoir passer sous la barre des 0,5. Troisième point, le bon coin. Alors là encore, je vous parle d'une expérience tout à fait personnelle. Ce week-end, j'ai revendu une de mes caméras dont je pensais que je ne me servirais plus trop. C'est l'Osmo Pocket 3, donc excellente caméra pour le vlog, pour tout ce qui est les films à l'intérieur. Voilà, alors elle dispose d'un cardan mécanique qui permet donc une stabilisation mécanique qui est bien supérieure à toutes les stabilisations électroniques de toutes les caméras et qui permet de profiter d'images donc dans des conditions de faible luminosité absolument fantastiques. Un capteur 1 pouce comme la 360 là que j'ai là en main, donc voilà. Et donc c'est une caméra qui s'est imposée petit à petit, aussi bien chez les amateurs et les novices, puisqu'il suffit de tourner l'écran, enfin c'est comme ça qu'on peut l'allumer, une des façons de l'allumer, et 2 secondes après vous filmez. Pareil, c'est exactement les mêmes réglages. C'est d'ailleurs chez DJI, ce qui est super sympathique, c'est que ce soit l'Osmo Pocket 3, que ce soit l'Action Pro ou que ce soit l'Osmo 360, le système de menu est toujours le même sur les 3 engins, donc on est vraiment dans le bon univers, on a les bons réflexes, on n'a pas peur de s'y perdre. Je sais que chez Insta c'est pas tout à fait la même chose, puisque entre la X4 et la X5 on a des différences au niveau de la présentation des menus, et c'est la même chose entre la Go Ultra et puis l'Action 5, X5. Enfin bon voilà. Donc, alors je vends cette caméra parce que mon projet a un peu changé de direction et que je pense que mon Osmo 360 fait tout à fait le job pour ce dont j'en ai besoin. Je vous rappelle le slogan All in One. Tout en une seule. Donc voilà. Je disais, je vais continuer dans cette idée-là. Et je vous tiens au courant dès que je pense que ça le fait ou ça ne le fait pas.
Et donc, je me lance, je me dis allez, je suis allé voir différents repreneurs parce que je suis un peu frileux. Hein. Comme c'est de l'argent dont j'ai besoin pour racheter du matériel, hein, je vous ai parlé, j'attends la sortie du drone de chez DJI, le Neo 2, qui pourra m'aider aussi au niveau de mes vlogs et de mes aventures diverses. Toujours dans la simplicité d'utilisation, sans prise de tête, le côté pratique et rapide. Pour ça, je revends du matériel de façon à pouvoir en racheter un autre. C'est-à-dire que j'ai un capital pour mes loisirs et ce capital dans lequel j'ai investi, je le réutilise pour racheter du matériel. Alors c'est sûr qu'à la longue, le capital va s'effriter hein, parce qu'on revend toujours moins cher, on rachète toujours un peu plus cher. Mais avec les prix de la tech qui continuent à diminuer raisonnablement, je devrais pouvoir m'en sortir et au pire réinvestir un peu seulement. Je mets donc une annonce sur le Bon Coin, une annonce assez intéressante puisque en détaillant absolument tout le matériel que j'avais, c'est-à-dire le combo créateur de base plus de nombreux accessoires que j'avais achetés pour améliorer tout mon travail, en revendant le tout à 50% de la valeur du neuf. J'ai été noyé sous les flots de messages des uns et des autres. Alors je pense qu'il y avait de tout public, il y avait des gens qui voulaient acheter simplement une caméra. Et, il y avait beaucoup, je pense, d'acheteurs-revendeurs. Voilà. Et il y avait dans le lot un ou deux petits escrocs, mais ceux-là, j'avais déjà vu par le passé. J'avais voulu faire une tentative avec un drone et je m'étais retrouvé très vite confronté à ce genre de personnes qui doivent attendre les alertes sur le Bon Coin. Donc alerte spéciale pigeon, donc je dois faire partie. Donc voilà. Alors j'aimerais juste revenir sur un point bien précis, bien qu'il y en ait d'autres, hein, mais sur celui-là, celui auquel j'étais confronté. C'est la fameuse transaction sécurisée. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, je vais aller sur le Bon Coin et je vais passer par la transaction sécurisée. Parce qu'une demi-heure après l'annonce, j'avais un gars déjà qui m'écrivait du coin, qui me disait je peux être chez vous dans une demi-heure. Voilà, je vous paye en liquide. Alors bon, j'ai eu un petit épisode de parano, mais ça s'est calmé par la suite en me disant oui. Et si c'était des faux billets, je perdrais tout. Mais au final, je pense que c'est quand même une solution très très intéressante. Voilà, après il y a celle du virement instantané, il y a la méthode de paiement par PayPal, enfin il y a différentes choses. Sans passer forcément par le Bon Coin, je vais vous expliquer pourquoi finalement je ne suis pas passé par le paiement sécurisé, parce qu'en réalité ce paiement sécurisé n'est sécurisé que pour l'acheteur et absolument pas pour le vendeur. Donc le mécanisme est simple, hein. Je l'ai compris là en cherchant, en fouillant un peu, et c'est pour ça que je n'ai pas choisi cette option là. Quand vous êtes vendeur, donc vous proposez donc un produit à vendre. Si l'acheteur veut l'acheter et que vous êtes d'accord, on entame une procédure de paiement sécurisé. Donc l'acheteur paye et son argent est mis de côté par le Bon Coin jusqu'à ce qu'il reçoive son paquet et valide la garantie de recevoir ce qui avait été demandé dans un état fonctionnel, ainsi de suite. Donc très bien. Jusque là très bien hein, pour l'acheteur. Voilà. Pour ce service d'ailleurs, l'acheteur paie une petite commission hein, qui est de l'ordre de 4 à 5% du prix d'achat. Le vendeur, lui, par contre, il n'a absolument aucune garantie. Alors pourquoi il n'a aucune garantie? Parce que donc il envoie le paquet et l'acheteur peut très bien, s'il le souhaite, cliquer et dire qu'il n'a jamais reçu le paquet. Ou que le paquet était défectueux, ou qu'il manquait des choses. Et donc le vendeur n'a aucun moyen
de prouver que ce qu'il vendait était tout à fait conforme à son annonce. Et il peut même se retrouver dans la situation où l'acheteur garde le bien et donc déclare qu'il ne l'a jamais eu. Et dans ce cas-là, il récupère son argent. Le Bon Coin lui reverse son argent. Et en cas de conflit ou de souci, c'est ce n'est pas le Bon Coin qui agit, hein, c'est à vous d'entreprendre des démarches par ailleurs. Voilà, donc au final, au niveau sécurité, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors peut-être que j'ai pas tout à fait compris la chose comme il le fallait, en tout cas c'est des choses que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai vues aussi. Si jamais c'est différent ou autrement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Hein. Donc de retour avec l'Osmo Action 5 Pro. Comme je vous l'ai dit, même réglage que l'Osmo 360. Même facteur d'agrandissement, même choix de cadre, donc on va voir cette différence. Tenu au bout de la même perche et de la même façon. Donc je me vois dans l'écran, hein, puisqu'il y a un écran à côté de l'objectif à l'avant qui permet justement de se filmer soi-même en mode selfie. Et de l'autre côté, il y a un écran plus grand quand on veut filmer vers l'avant. Donc à vous de voir si vous voyez une réelle différence, on va dire une différence notable qui ferait que l'image est dégradée et ne peut pas se regarder sur cette action-là, mais j'en doute fort parce que elle est annoncée excellente au niveau des actions, au niveau des caméras d'action. Et donc c'est une autre alternative hein, si on veut effectivement acheter du matériel pour le vlog. Alors à savoir qu'en plus cette caméra là a une autonomie réellement impressionnante hein, puisque de toute façon elle ne filme qu'en 4K, donc forcément que ce soit au niveau de l'autonomie de la batterie ou que ce soit au niveau du format du film, tout est beaucoup plus durable, compact, performant par rapport à l'Osmo 360. Au niveau des modes de film, on peut trouver la même chose. Hein. Donc on a le mode couleur normal 8 bits, le mode couleur normal 10 bits, le D-Log M hein, pour les cinéastes et ceux qui veulent des réglages tout à fait personnalisés, des configurations. Elle a un mode nuit de la même façon que l'Osmo 360 et puis elle a même un mode Ultra Boost super large pour tout ce qui est action. Donc là on sort un peu du vlogging. Hein. Et de la même façon, pour le mode action, il y a un système qui vous permet de filmer en 120K, 120 images par seconde, mais avec un mode super ralenti d'escargot qui peut être utilisé sur certaines séquences. Alors c'est pas trop long et c'est la caméra qui choisit les séquences, mais vous pouvez donc avoir des séquences spécifiques à 940 qui est upgradé à 940 images par seconde, hein, puisque je crois que c'est du 240 images par seconde multiplié par 4, donc on est à, non je dis des bêtises, 960 images par seconde, enfin un truc absolument de dingue que je n'ai pas encore utilisé. Je verrai ça par la suite, une fois que je maîtriserai correctement les basiques, on ira un peu plus dans les confins techniques de ces appareils, hein. Comme dans Star Wars, la bordure stellaire. Hein. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires s'il y a une réelle différence, s'il n'y en a pas. Pour moi, à mon avis, l'une comme l'autre peuvent être sympathiques. Alors oui, je vais vous montrer, donc là je peux pas juste appuyer sur un bouton et changer d'un seul coup l'angle de vue, mais vous voyez là je vais faire ça à la main. Là j'ai changé un peu ma perche et simplement en tournant comme ça, vous voyez, on va passer de chez moi à derrière. Voilà, la transition se fait de façon tout à fait côté amateur, hein, en direct, vous n'aurez même pas besoin d'en rajouter une.
Mais vous pouvez voir qu'au final, je peux filmer devant moi. Et assez rapidement, je peux revenir sur mon sujet. Et puis là, si je veux vraiment retrouver le bon angle pour avoir mon bras et être, je dirais, de façon confortable en train de filmer. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Alors, je tourne un peu par rapport à la luminosité pour que vous puissiez voir un peu quelles sont les différentes lumières. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que la force soit avec vous. Et en attendant, oui, faites ce que vous avez à faire. Si jamais il y a des choses qui peuvent être intéressantes, des sujets dont on pourrait partager, n'hésitez pas. Les commentaires, alors je commence à faire comme tous les spécialistes de YouTube, les likes, abonnez-vous, tout ça pourrait faire un peu de bien à ma chaîne qui semble pour l'instant absolument bien déserte. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, c'est aussi une forme de thérapie pour moi-même, donc tout va bien. Allez, ciao!